Partenaires et agents du service public. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'info dans les Alpes. Au sommaire de votre journal ce soir, le projet de Center Parc de Roibon, toujours incertain. La Cour administrative d'appel de Lyon devait rendre une décision déterminante aujourd'hui. Elle a préféré attendre encore un peu. En Haute-Savoie, à Archamps, c'est une galerie commerciale qui se délabre lentement. Le bâtiment Alliance de la Technopole d'Archamps doit être fermé pour des raisons de sécurité. Un centre commercial qui n'a jamais trouvé son public. Enfin, nous vous raconterons l'histoire d'une renaissance, celle de la coque de noix à Grenoble. Cette friandise célèbre dans le Dauphiné avait quasiment disparu jusqu'à ce qu'une famille de pâtissiers la remette au goût du jour. Dans votre édition nationale à 19h30 avec Carole Gessler, des intempéries meurtrières en Nouvelle-Calédonie. Au moins 4 morts, dont 2 enfants et 4 personnes portées disparues. Les pluies diluviennes ont provoqué des glissements de terrain, vous le voyez. Le chauffage, chère facture, le budget des familles de plus en plus impacté par le coût du chauffage. 12 millions de ménages sont même en précarité énergétique. Mais avant tout cela, la belle histoire d'un petit hôtel chambérien qui dame le pion à tous ses congénères français, y compris les grands palaces. Il vient d'obtenir la plus haute distinction octroyée par le célèbre site internet Trivago, qui en fait son numéro 1. C'est l'avis des clients, des voyageurs qui a été pris en compte. Isabelle Colbrand et Grégory Lespinasse. Un nid douillet qui porte bien son nom, petit hôtel confidentiel, en plein cœur de l'histoire patrimoniale de la ville. Un 5 étoiles très cosy, qui au gré de ses 11 chambres et suites, offre des îlots d'intimité, décor chic pour ambiance tamisée. On a envie d'un luxe pas ostentatoire, rien de clinquant. On est dans la discrétion, dans le raffiné. Je pense que notre force aujourd'hui, c'est de promettre un service distingué, mais à la fois une attention particulière. Oui, chic et décontracté, la formule résume bien. La clientèle qui vient ici est internationale, avec des envies très précises. Les clients ont envie, même s'ils ont l'habitude de fréquenter des beaux établissements et même des palaces, quand ils viennent chez nous, d'avoir quelque chose de différent, un accueil sincère. Plus chaleureux. Oui, plus chaleureux, plus personnalisé. Le concept est né en 2009, offrir des suites éclatées dans le cœur du quartier historique, faire se côtoyer des chambres d'hôtel prestige avec des habitants. Depuis 1 an, en dehors d'une suite junior restée dans un autre quartier, tout est regroupé dans ce bâtiment et c'est un univers tout entier qui est aujourd'hui récompensé. On ne s'imaginait pas du tout un tel enthousiasme au sein des commerçants, au sein des chambériens. Tout le monde depuis une semaine vient nous féliciter. Vraiment une euphorie, un enthousiasme commun et qui porte la ville vers les sommets. On est très contents. En projet et déjà en travaux, de nouvelles suites. Rien n'est jamais acquis, dit-on ici. Il faut toujours se remettre en question, même si cette première place, la plus importante, celle de la clientèle, des voyageurs, celle du cœur, a un véritable parfum de réussite. Je vous le disais, le petit village de Roibon en Isère, dans l'attente d'une décision de justice, la Cour administrative d'appel de Lyon devait rendre aujourd'hui sa décision concernant 2 arrêtés qui bloquent la reprise du chantier du Center Parc. Après un avis négatif du rapporteur public, celui du tribunal était très attendu, mais il faudra patienter au moins jusqu'au mois de décembre. Jordan Guéant et Maxime Kemener. Par dépit ou lassitude, les Roibonnais se sont fait discrets ce matin. Peu de réactions sur ce report du délibéré de la Cour administrative d'appel de Lyon. La mairie n'a pas souhaité répondre à nos questions, pas plus que les associations écologistes pourtant à l'origine de la procédure. Dans les rues bien vides du village, seuls quelques habitants ont commenté, un brin dépité. Il faut que ce Center Parc se fasse. Alors il faut qu'il nous laisse tranquille un peu. Donc vous espérez que le tribunal valide ? Ah ouais, je pense, oui. Et ça serait très très bien pour la région. Vraiment, ça devient... Non, c'est quand même trop long. C'est pas possible. Ils ont donné l'autorisation là-bas dans les Landes et voilà, pour l'aéroport. Et là, nous, on est là en train de galérer. Roibon-Suide, c'est vraiment un village mort quoi, maintenant.
2 ans déjà que le chantier du Center Parcs est à l'arrêt. Les recours se sont multipliés, les prises de parole politiques aussi. Et comme à Sivins sous Notre-Dame-des-Landes, une ZAD, zone à défendre, s'est même durablement installée. Quelles que soient les décisions de justice, ses occupants n'ont d'ailleurs pas l'intention de s'en aller. Nous, il y a le terrain juridique qui est occupé par les associations qui font un chouette travail. Nous, nos revendications, elles sont au-delà. C'est que quoi qu'il arrive, le Center Parc, pour nous, si ça crée de l'emploi, ce sera de l'emploi de merde. C'est pour du tourisme de masse, dans une forêt dénaturée. Après un avis négatif du rapporteur public, la décision de la Cour d'appel de Lyon était donc attendue. Reportée à décembre, elle pourrait débloquer un peu la situation, car 10 ans après le lancement du projet Center Parcs, le dossier et le village sont aujourd'hui totalement embourbés. C'est une grosse vague de suppression de postes qui se profile à la mairie de Grenoble. D'ici 2018, 130 postes dans des services de proximité, bibliothèques, centres sociaux et antennes de la mairie seraient supprimés. Un accord de méthode était signé aujourd'hui avec le syndicat CFDT. Les autres organisations syndicales sont opposées à ce plan. Le reportage de Cédric Le Poitvin et Franck Serroni. Cet après-midi, les syndicalistes de la CFDT et de la CFTC ont rendez-vous en mairie de Grenoble. Ils doivent signer un accord de méthode qui permettra de définir les modalités du plan de sauvegarde déclenché par la municipalité, mais aussi de sécuriser et d'accompagner le personnel dans son reclassement. Là, on va être un petit peu plus à la source des décisions. Aujourd'hui, le plan de sauvegarde, qu'est-ce que c'est? De ce qu'on en connaît aujourd'hui, c'était des économies budgétaires, mais on ne savait pas où, qui ça impactait, pourquoi ces économies ou autres. Et là, il va falloir, même au niveau des chiffres, nous dire pourquoi. La menace pèse sur les fonctionnaires. Jusqu'à 150 postes dans les services de proximité de la commune, tels que les bibliothèques, les centres sociaux ou les antennes de la mairie, pourraient être bientôt supprimés. La municipalité doit réaliser 14 millions d'économies du fait de la baisse des dotations de l'État. Et son plan de sauvegarde passe par la réduction des effectifs. Il y a un volant effectivement de 6 millions d'euros d'économies qui se traduit à la fin du plan par la suppression, le non-remplacement d'à peu près une centaine de postes, sachant qu'effectivement par an on a à peu près 170 agents qui partent à la retraite ou dans d'autres collectivités. Donc en 2 ans c'est la moitié des départs qui ne seront pas remplacés. Depuis quelques mois, les fermetures de services ont déjà commencé. Les bibliothèques Auquelin et Prémol ont ainsi baissé le rideau. L'Alliance, elle, est en sursis, soit 13 suppressions de postes. La mairie se donne pour objectif un retour progressif à l'équilibre budgétaire d'ici 2018. Les agriculteurs de la région en colère se sont fait entendre à Lyon aujourd'hui. Ils manifestaient devant les directions régionales de l'agriculture et des forêts. Ils protestent contre les retards dans les versements de la PAC, la politique agricole commune. Ces aides de l'État et de l'Europe, des retards qui plongent certains d'entre eux dans une situation très critique. Le reportage de Sylvie Cozzolino et Pierre Lachaud. Pascal est syndicaliste. Il a passé sa vie à défendre ses collègues agriculteurs. Depuis 4 ans, la seule rémunération qu'on trouve, notre salaire, est dans la PAC. Pierre-Jean vient de reprendre l'exploitation de ses parents. Son salaire, une misère. Faut arrêter, c'est une honte. C'est pas la peine d'installer des jeunes et de les laisser crever derrière. C'est ce que vous êtes après faire. Vous nous laissez crever à petit feu, c'est dégueulasse. Ce matin, Pascal et Pierre-Jean, entourés d'autres agriculteurs de la région, sont venus interpeller les services de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils vivent mal de la vente de leurs produits. Cela, on le savait, mais surtout parce que l'État leur verse une aide de l'Europe, la PAC, et que sans la PAC, une exploitation ne vivrait pas. Et l'État a du retard dans les versements. On a des exploitations qui ont sur les épaules la situation économique qui est très mauvaise en lait, en céréales et en viande. Et en plus, le complément qui normalement est à peu près garanti sur une période longue, qui ne vient pas. Pierre-Jean attend toujours 25 000 euros de la PAC. C'est ce qu'il est venu dire au directeur régional de l'agriculture. Et il a pioché dans ses dernières économies pour tenir. Il me reste 2 000 euros sur mon compte de mon exploitation. Et j'ai 20 000 euros à sortir début décembre avec mes échéances de prêt
et puis des aliments pour le bétail parce que l'hiver on a les bêtes à l'intérieur, des factures de CUMA, donc c'est l'utilisation du matériel en commun à plusieurs. Donc moi c'est pas tenable, quoi. Le directeur régional, qui a reconnu la complexité informatique et réglementaire, a promis que les dossiers en souffrance, près de 2000 dans la région, seraient étudiés d'ici la mi-décembre. En attendant, il va falloir encore se serrer la ceinture. Nouvel épisode dans la saga du bâtiment Alliance de la Technopole d'Archamps, en Haute-Savoie. Le maire de la commune a décidé récemment la fermeture de la galerie commerciale pour des raisons de sécurité. Un pas de plus vers la désertification de ce site qui a bien du mal à survivre dans un bassin genevois pourtant très attractif. Serge Vorette et Marion Feutry. Sa grandiloquence n'a d'égal que sa dislocation progressive. Déjà marqué ces dernières années par le départ de nombreuses sociétés, le French Geneva World Trade Center, c'était son nom d'origine, fait pâle figure dans les détails. Plusieurs fois menacé par la commission de sécurité, cette fois-ci le maire a décidé de fermer les accès à la galerie commerciale. Au vu du rapport de la commission de sécurité qui est passé le 26 août et que j'ai reçu fin septembre, mais j'étais dans la commission de sécurité donc je sais aussi ce que j'ai vu, et il y avait toute une série de points qui révélaient en fait un défaut de conformité à la sécurité incendie. Seule subsiste cette enseigne culturelle indépendante qui fermera le 31 décembre et ce restaurant qui paradoxalement est plein tous les midis. Il faut dire que 2000 personnes travaillent tout autour du bâtiment, de quoi laisser un peu amer le gérant. Il y a un potentiel énorme sur le bassin d'Archamps. On a la Suisse qui est juste à côté, Genève. On a toutes les entreprises. On a un super cinéma, on a une galerie qui est quand même assez jolie, mais avec rien dedans. Donc un énorme gâchis et on espère un gros investisseur qui puisse reprendre tout ça et que ça puisse repartir en avant. Pour l'instant, on en est loin et on pointe surtout les responsables de cet échec. Le dernier en date, la société Case Investissement, qui avait racheté la galerie commerciale en 2013 pour 4 millions d'euros. Le projet était alors éblouissant, mais n'a jamais vu le jour. Contacté par téléphone, Case Investissement n'a pas donné suite à notre demande d'entretien et le maire d'Archamps se plaît à imaginer un autre repreneur. On a des entreprises de biotechnologie, des entreprises de mécatronique et on ne voit que ce bâtiment. Demain, si c'est la région qui prend la gestion de la Technopole, il faut qu'on ait des élus qui aient le courage de dire ce bâtiment, je l'achète. Mais le bâtiment n'est aujourd'hui même pas à vendre et les 9000 m² de bureaux quasiment vides n'ont vraiment rien à envier à la galerie commerciale qu'il surplombe et qui est aujourd'hui totalement fermée. Cette petite annonce sur notre site internet France 3 Alpes, la commune d'Annecy recherche 37 agents recenseurs pour la nouvelle campagne de recensement qui débute le 19 janvier prochain. Il faudra être d'une grande disponibilité puisque le travail s'effectue notamment en soirée et le samedi. C'est aujourd'hui le début de la 32e campagne d'hiver des Restos du Cœur et le nombre de bénéficiaires, des femmes seules, des retraités ou des chômeurs essentiellement, est toujours à la hausse d'environ 10%. À Chambéry et à Albertville comme ailleurs, on s'active pour faire face à la demande. 550 000 repas ont été servis en Savoie l'an dernier. Bernard Portugal et Dominique Semet. L'entrepôt départemental des Restos du Cœur à Chambéry. Ici, plusieurs tonnes de marchandises sont stockées. Elles sont destinées aux 10 sites que compte l'association en Savoie. Il est 9h du matin, les bénévoles sont au travail. Pour cette 32e campagne qui débute, les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux, 4400 pour le département de la Savoie. De plus en plus, c'est les jeunes qui sont touchés et les personnes âgées qui, leur retraite ne leur suffit plus. Les jeunes, c'est déjà dur à comprendre, mais les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie et avec leur retraite qui n'y arrivent plus, et c'est une augmentation qui est significative et qui est alarmante. Conserves, légumes, lait, céréales ou produits laitiers, les restos ont servi 550 000 repas en Savoie l'an dernier. Mais l'association ne se contente pas de nourrir les bénéficiaires, elle met à leur disposition de nombreux services, cours de français, soutien scolaire, conseils pour la recherche d'emploi, aide juridique ou encore des ateliers de tricot. Et ce qu'il y a de primordial, c'est l'accueil et l'écoute. Ils ont besoin de reconnaissance. La reconnaissance, ça passe par l'écoute, par un petit mot gentil, par une attention, remarquer qu'une personne est un petit peu plus fatiguée que la semaine dernière et lui dire « tiens, vous avez des soucis, ça ne va pas ». Et tout ça permet de créer un climat de confiance,
Ça ne peut pas fonctionner autrement. Alors ça c'est un gros paquet pour les familles, donc on va t'en donner un plus petit. Un petit comme ça. On voit les gens qui sont dans la détresse quand même, qui ont vraiment besoin, quoi. Les gens qui pleurent et qui... C'est pas facile de venir réclamer non plus. Donc les gens y viennent et voilà. Mais donc on essaye d'être autre chose que de distribuer soit des jouets, soit à manger. On leur donne autre chose, quoi. La campagne d'hiver des restos durera 17 semaines. Elle sera gérée par 340 bénévoles dans le département de la Savoie. Le deuxième chapitre de notre série sur Ecopla maintenant, l'usine de barquettes aluminium de Saint-Vincent-de-Mercuse en Isère. Elle a été liquidée, vous le savez, au mois de mars 2016 et depuis, ses anciens salariés se battent pour reprendre leur entreprise en SCOP, une société coopérative et participative. Et ils ont dû, vous allez le voir, faire preuve de ténacité. Céline Aubert, Gilles Ragri et Cédric Picot pour les images. Je me suis dit, bon... J'ai perdu mon boulot, donc j'ai plus rien à perdre. Mais si Ecopla va fermer, si on se met tous ensemble, on peut encore faire quelque chose. Si demain je peux être actionnaire de ma propre boîte, c'est quand même intéressant de pouvoir tenter l'expérience à 34 ans, quoi. Le rêve, l'idéal, celui de la SCOP. Le but des salariés d'Ecopla, reprendre leur usine en société coopérative. Un combat qui n'a rien d'ordinaire. Février 2016, Ecopla est placé en redressement judiciaire. Ensuite, tout va très vite. En 3 semaines à peine, l'usine est liquidée. Un premier coup dur à encaisser pour les salariés. Je me souviens très bien de cette réunion avec tous les salariés qui, bien évidemment, étaient aussi sous le choc. Il y a des gens qui ont pleuré. Vous imaginez des personnes qui étaient dans l'entreprise depuis plus de 30 ans, voire même presque 40 ans. Et quand du jour au lendemain, on vous annonce demain tu viens rendre tes clés parce que tu ne travailles plus, oui, c'est un gros choc quand même. C'est le début d'un travail acharné pour monter le projet de société coopérative. Désormais, les anciens salariés sont seuls maîtres de leur destin. Pour les aider à affronter cette montagne de démarches administratives, une structure va jouer un rôle majeur, l'Union régionale des SCOP. Dès le début, dès 2014, on a cru au projet, mais en juin 2016, quand on a fait le projet de reprise par les salariés, on croyait au projet parce que tout nous semble rassemblé pour avoir une entreprise viable. On a des salariés, une équipe de personnes motivées et compétentes. Je crois que là, elles l'ont prouvé, leur motivation en tout cas. On a des clients qui suivent. Pasquier et Marie, les clients d'Ecopla vont répondre à l'appel pour sauver le dernier fabricant français de barquettes aluminium. Les anciens salariés vont frapper à toutes les portes. Dans la vallée du Grésivaudan, ils vont arpenter les marchés, aborder les gens, raconter leur histoire. On a une vingtaine de salariés, on veut racheter notre société. Donc c'est pour ça qu'on a mis tout ça pour se faire connaître. On voyait qu'on n'était pas tout seul. À chaque fois qu'on voyait quelqu'un, c'est oui, allez-y, il y a tout pour marcher, il faut y aller, on est avec vous. Il n'y a personne qui se doit dire non mais arrêtez, ça ne marchera jamais. Les marchés, c'était quelque chose de formidable, tout le monde s'arrêtait. C'est une expérience magnifique. En 3 mois, les anciens Ecopla vont recueillir 2,5 millions d'euros. Malgré cet exploit, le 16 juillet 2016, le couperet tombe. On est un peu déçus, on est très déçus. Le tribunal de commerce désigne Cookie, un groupe italien concurrent qui rachète les machines, mais ne reprend aucun salarié. Une décision qui peut paraître inhumaine, mais qui est somme toute normale en cas de liquidation. La logique aurait voulu que, compte tenu de l'état d'endettement de la société qui n'était pas si élevé que ça, on puisse laisser à la SCOP plusieurs mois pour monter son dossier. Et comme elle aurait été la seule à proposer une reprise de l'activité avec une reprise de l'emploi sur plus de 20 contrats, il est évident que Ecopla aurait été sauvé. Si le tribunal de commerce avait choisi la cession plutôt que la liquidation, le projet de SCOP aurait eu ses chances. Une fois l'entreprise liquidée, la priorité ce n'était plus l'emploi, mais le remboursement des créances. Regardez dans le Grésivaudan le nombre d'entreprises industrielles et la destruction d'emplois industriels dans le Grésivaudan, on l'estime à peu près à 1000 emplois détruits en 6 ans. Si vraiment on est sur une logique de maintien d'emploi, il me semble tout à fait normal de faire évoluer nos lois pour qu'elles priorisent l'emploi. C'est ainsi que se ferment les portes d'Ecopla, un symbole pour les anciens salariés qui jusqu'alors venaient tous les jours dans les bureaux pour travailler à leur projet. Débute alors un nouveau combat, à la rencontre des politiques. Voilà, et on
verra cela demain. Culture maintenant avec le peintre haut-savoyard Pierre Montillot qui expose pour la première fois à Annecy. Et cela en inaugurant une toute nouvelle galerie. Près d'une quarantaine de tableaux évoquent la ville et ses environs. Mais aussi Paris, la capitale, dans une peinture très épurée, proche de la bande dessinée. Dans le dépouillement, l'artiste cherche à communiquer une forme de sérénité. Xavier Schmitt et Christian Mathieu. En contemplation devant le lac d'Annecy. Le lac, ses montagnes et la vieille ville, la petite Venise des Alpes. Pierre Montillot livre des instantanés très épurés où dominent le noir et le blanc. Sur l'eau et dans le ciel, une froide lumière, blanche ou grise, un appel à la paix de l'âme. Quand on se promène au bord du lac, on voit vraiment le calme, même s'il y a beaucoup de monde, on ressent bien ce calme, cette sérénité autour du lac. Vraiment, c'est exceptionnel. Jamais j'avais vu un endroit comme ça aussi apaisant. L'artiste travaille le plus souvent à la brosse, avec de grands aplats détourés de noir. Sa palette est volontairement limitée, elle exclut les nuances et elle ne sème que des éclats de couleurs vives. Son style graphique puise dans la bande dessinée, le design et la mode. Alors en fait, je suis très influencé par les designers et puis les couturiers, les grands couturiers, qui bien souvent mettent très peu de couleurs, jouent beaucoup avec le noir et ont toujours une tache de rouge. Voilà, donc en fait, je suis très influencé par eux. Ces variations sur Annecy sont ponctuées de quelques échappées dans les rues de Paris. Des élégantes prennent le relais pour nous emmener dans ce monde de silhouettes et de lignes de fuite, du temps suspendu qui laisse libre cours à l'imaginaire. Et c'est superbe. L'histoire maintenant d'une friandise typiquement dauphinoise qui a bien failli disparaître dans les années 70. C'était la star des confiseurs, la coque de noix de Grenoble. Elle a fait fureur après les Jeux Olympiques de 68, avant de s'éteindre mystérieusement. Mais une dynastie de pâtissiers grenoblois, les Gracian, l'a remise à l'honneur en 2012. Depuis, la coque fait son retour dans les vitrines. Jean-Christophe Pain et Yves-Marie Glo. Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? De la pâte d'amande, du chocolat, des chardons, des pistaches, des noix et même un gâteau, celui des JO, l'Olympique de 68. Alexandre n'avait qu'1 an, tout petit, il est tombé dedans. Là, on est sur une base de pâte à la noix, de gâteau qui s'apparente à un gâteau de voyage. Nous, on va le travailler donc avec des noix. L'avantage de la noix, c'est que c'est un produit qui se garde bien, qui est très bon. C'est l'histoire de la famille Gracian, la mère, la fille, le cousin. 5 générations de pâtissiers qui se sont spécialisés dans les gourmandises à la noix. De purs produits grenoblois emballés dans une coquille de noix, la star des confiseurs d'autrefois. C'était quelque chose d'important puisque c'était ce que le Grenoblois apportait quand il se déplaçait. Voilà. Pour faire découvrir sa région, on offrait une noix de Grenoble. C'est le cadeau typique de Grenoble. La toute première coque de noix de Grenoble, en carton à l'époque, serait née dans les années 20 chez le confiseur Pelou Preillet. C'était les débuts du tourisme alpin. C'était vraiment emblématique. Il fallait créer un produit qui frappe les esprits, qui soit facile à emporter, qui conserve les confiseries. Et la noix, elle s'y prêtait pas mal finalement. Un petit contenant qu'on ouvre, on la remplit, on referme et on met dans son sac. C'était une bonne idée. Modernisée par le cartonnier Chiozot dans les années 60, tombée dans l'oubli depuis, la coque de noix a ressuscité grâce à Sandra. En 2012, elle contacte des spécialistes du thermoformage, l'entreprise Charvet. Nous sommes sur la pièce technique en règle générale avec des clients suffisamment pénibles entre guillemets. Tout devient compliqué dans l'industrie et je trouve que faire une noix, ça nous sortait un petit peu des sentiers battus et je trouvais le côté agréable et sympa. Désormais de 15 couleurs différentes, la coque de noix de Grenoble se vend à 4000 exemplaires chaque année, rien qu'au chardon doré.
Si vous voulez en savoir plus sur son histoire, prenez la route de Vinay, rendez-vous au Grand Séchoir. Avant de vous quitter, je vous rappelle un des titres de ce journal. Ce soir, une grosse vague de suppression de postes qui se profile à la mairie de Grenoble d'ici 2018. 130 postes dans les services de proximité, services sociaux, bibliothèques et antennes de la mairie seraient supprimés. Et un collectif d'habitants et de riverains des bibliothèques et d'employés de ces bibliothèques envisage des actions dès demain après-midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, votre météo. Je vous retrouve demain soir. Très belle soirée.